Chapitre 6. Une Lamia gibet. La tour Malkine était la noire demeure de notre clan. Beaucoup déplorent sa perte, pas moi, car chacun des lieux où je combats est mon foyer, et mes armes trouvent leur logis dans le cœur de mes ennemis. Or, l'heure de ma mort n'avait pas encore sonné. Quand je repris conscience, Agnès baignait mon front. Elle me sourit, mesdames me redressaient, plaçant des oreillers derrière mon dos. « Je sors d'un sommeil très profond, dis-je. Oui, un coma qui a duré presque 3 jours. Je suis guéri. Je me sentais faible, la tête me tournait, mais la fièvre avait disparu et je respirais normalement. J'avais les idées claires, l'esprit alerte. Le sourire d'Agnès s'effaça. Je ne suis pas sûr que guéri soit le mot qui convienne. Après beaucoup de tentatives et d'erreurs, j'ai trouvé un antidote qui t'a sauvé de la mort. Tu te remettras-tu totalement J'en doute. J'en doute. Que veux-tu dire demandai-je avec colère. Aussitôt consciente de l'agressivité qui vibrait dans ma voix, j'ajoutai « Pardonne-moi, merci de m'avoir rendu à la vie. » Agnès accepta mes excuses d'un hochement de tête avant de reprendre. « Ah, j'ai fait de mon mieux, hein. Toutefois, même sorti de l'organisme, le poison laisse des séquelles, une faiblesse permanente par exemple, une affection des poumons, du cœur ou d'un autre organe. Parfois, les dommages sont irréversibles, des périodes de bonne santé et de maladie se succèdent. » J'ai pris une profonde inspiration, tâchant d'assimiler ce qu'Agnès me révélait. Les implications étaient évidentes. Mon titre de tueuse reposait sur ma force et ma forme physique. Sans elle, je serais vulnérable à des attaques qui, jusqu'alors, ne m'auraient pas inquiété. « Tu penses que mon infirmité est définitive ?» Agnès soupira. Je devinais qu'elle choisissait ses mots avec soin. « Ah, c'est probable. Ah, je n'ai jamais vu quelqu'un ayant souffert d'un empoisonnement aussi violent se remettre complètement. » Voilà qui était clair. « Merci de ta franchise, dis-je. J'espérais donc être la première à m'en sortir. Je ferai tout pour être de nouveau celle que j'étais. À présent, dis-moi, où est Thorn et la tête ?» Oh, la tête est en lieu sûr. Thorn dort dans sa chambre, sa main gauche agrippée au sac, comme d'ordinaire. Mais le danger rôde de là de ces 4 murs. Rester ici plus longtemps serait imprudent. Les sorcières qui contrôlent le Kretch ont demandé l'autorisation de pénétrer dans Pendle. Elle aurait été refusée. Pourtant, certaines, ici, ont offert leur aide. Il y a eu des escarmouches entre les groupes rivaux. Une bataille est imminente. Si les adversaires du malin la perdent, le Kretch pénétrera sur notre territoire pour te prendre en chasse. Alors mieux vaut que je parte le plus tôt possible. Où iras-tu ? À la tour Malkine, où le Kretch lui-même ne pourra pas m'atteindre. Une fois derrière les murailles, la tête du malin sera hors d'atteinte de nos ennemis. Et les gardiennes ? Nous les affronterons s'il le faut. Tu emmènes Thorn avec toi ? Oui. Elle n'est encore qu'une gamine et je n'aime pas l'idée de te la mettre en danger. Mais je n'ai pas le choix. Le plus important, c'est le sac et son contenu. D'ailleurs, les Lamia me laisseront peut-être entrer. Après tout, je suis leurs alliés. Oh, elles ne s'en laisseront pas convaincre si facilement. Les Lamia sauvages ont une façon de penser qui ne correspond pas toujours à notre logique. La situation a changé. L'une d'elles est devenue presque humaine. L'autre, bien qu'encore capable de voler, a désormais l'usage de la parole. Toutes les deux sont en train de prendre leur forme domestique. Comment le sais-tu ? S'étonna Agnès. J'ai vu une Lamia planer au-dessus de la tour et je n'ai jamais pu réussir à percer ses défenses. Elle était entourée d'une puissante barrière magique. Je ne fis aucun commentaire. Une sorcière n'aime pas en dire plus qu'il n'est nécessaire. Agnès pouvait le comprendre. Elle avait elle aussi ses secrets. Je balançai mes jambes hors du lit et me levai, soutenu par la guérisseuse. Bien que chancelante, je pus gagner sans aide la pièce de devant. Je m'installai près du feu sur un tabouret, tandis que mon hôtesse réchauffait un bouillon. Quelques minutes plus tard, Thorn sortit de sa chambre, le sac à la main. Sa bouche s'arrondit de surprise, puis elle sourit et vint s'installer par terre, à mes pieds. « Ah, ça fait plaisir de vous voir, remise, » dit-elle. « Je tiens à peine debout. J'ai tout juste la force de rester assise sur ce siège. Mais oui, la mort devra repasser. »« Ah, tu te sentiras mieux quand tu auras avalé ça, » déclara Agnès en me tendant un bol. « Tu devras tout de même te reposer encore une journée ici avant de voyager. » J'acquiesçai. Elle avait raison. Malgré ma hâte de gagner le sanctuaire de la tour Malkine, c'eût été folie de le tenter dans l'état où j'étais.
La nuit suivante, après avoir de nouveau remercié Agnès, nous prîmes congé et j'ouvris la marche vers la forteresse. Nous allions lentement tant j'étais affaibli. Du moins, ma respiration était normale et la douleur avait disparu. Le village de Rougli fut bientôt derrière nous et nous apercevions au loin le bois des corbeaux. Toutefois, tel n'était pas notre but. Nous nous dirigions vers l'entrée du tunnel menant au cachot souterrain de la tour. Utilisé autrefois par les seuls membres du clan, il était maintenant connu de tous à Pendle, mais la présence des Lamia tenait à distance jusqu'aux sorcières les plus hardis. Nous traversâmes les bosquets entourant ce qui avait été autrefois un cimetière. Les pierres tombales penchaient, formant des angles bizarres, et le sol était traître, parsemé de trous cachés sous les plantes rampantes. Ces tombes dont les corps avaient été enlevés étaient aujourd'hui désacralisées. Devant nous, baignés par la pâle clarté de la lune, se dressaient les ruines d'un sépulcre. Un jeune sycomore qui avait poussé à travers le toit abritait l'unique porte sous ses branches. Je tirai de ma poche un bout de chandelle en cire noire et marmonnai un sort. La mèche s'enflamma. Thorn fit de même. Je pénétrai la première dans la chambre funéraire, écartant de la main un épais rideau de toile d'araignée. Les ossements étaient éparpillés sur les dalles, délogés par de précédents visiteurs. Le long des murs, 6 alcôves de pierre abritaient les membres d'une riche famille locale, ou du moins ce qu'il en restait. Ils partageaient désormais les pompes et les fastes de la mort. Je rampai dans l'alcôve la plus basse, au fond de laquelle courait une étroite fissure, et me glissai dans le tunnel. Il y régnait une odeur de moisissure, et le terre mouillé, et le plafond bas m'obligeaient à progresser à 4 pattes. Je lançai un regard derrière moi. Thorn me sourit. Elle désirait depuis longtemps explorer cette galerie et pénétrer dans la tour. Son vœu était exaucé. J'espérais seulement qu'elle ne le paierait pas trop cher. Nous progressâmes lentement durant de longues minutes. J'avançai avec difficulté, car il me fallait pousser devant moi le lourd sac de cuir tout en veillant à garder la chandelle allumée. Nous émergeâmes enfin dans une salle au mur de terre. À l'autre bout s'ouvrait le second tunnel, plus large et étayé par des poutres. « Je pourrais passer la première et porter le sac » proposa Thorn. « Passe la première si tu veux, dis-je, mais c'est à moi de me charger du sac. » Elle renifla l'entrée. Puis, avec un bref hochement de tête, elle s'engagea dans le souterrain. Je la suivis sans hésitation. Je faisais confiance à son jugement, d'autant qu'à présent qu'elle était certainement la plus forte de nous deux et la plus apte à flairer le danger. Nous arrivâmes bientôt au bord d'une étendue d'eau stagnante, couleur de vase. Ici avait autrefois habité un être de l'obscur, un antrige. Le conventu des Malkines l'avait créé pour garder le passage en emprisonnant l'âme d'un marin mort dans son cadavre. Un antrige est généralement aveugle. Ses yeux avaient été mangés par les poissons. Il se tient caché sous la surface et à l'approche d'un intrus, attrape sa victime par les chevilles pour l'entraîner au fond de l'eau et la noyer. C'est une créature redoutable, mais celle-ci avait été mise en pièces par une des Lamia. Il ne restait qu'un vague relent de pourriture et de mort. Empruntant l'étroit sentier fangeux qui longeait la rive, nous nous enfonçâmes dans le tunnel. Rien, pour le moment, ne laissait soupçonner un danger, même si les Lamia pouvaient fort bien être à l'affût de quelque part. J'aurais pu utiliser mon collier d'os pour m'en assurer. Je ne le fis pas. Je préférais conserver mes dernières réserves de magie. Nous atteignîmes une porte en bois massive, encastrée dans un mur de pierre qui pendait sur ses gonds. C'était l'entrée des cachots. Au temps où le fort appartenait aux Malkines, cette porte était verrouillée. Après un reniflement prudent, Thorn franchit le seuil. Nous pénétrâmes dans un corridor sombre et humide, flanqué de chaque côté d'une rangée de cellules. De l'eau goûtait du plafond et nos pas clapotaient sur les dalles mouillées. Toutes les portes étaient ouvertes. Il n'y avait plus là aucun prisonnier vivant. La lumière vacillante de nos chandelles éclairait les ossements humains, des squelettes vêtus de haillons, encore menottés au mur. La plupart étaient incomplets, dévorés par des hordes de rats familières de ces lieux. En revanche, on ne voyait pas trace de ces bestioles, et nous comprîmes bientôt pourquoi. Nous atteignîmes une vaste pièce circulaire haute de plafond. Des marches de pierre s'élevaient le long du mur jusqu'à un trou béant au bord déchiqueté. Il y avait eu là une trappe qui donnait accès à l'étage supérieur. Les Lamia avaient élargi l'ouverture pour y passer plus aisément. 5 épaisses colonnes soutenaient la voûte, chacune d'elles équipée de chaînes et d'anneaux. C'est dans cette salle que les prisonniers étaient torturés. Le pilier le plus éloigné était différent. Une table couverte de pinces, de couteaux et d'autres instruments se dressait à côté. À ses pieds était posé un large baquet dans lequel tombait du sang. Au-dessus pendaient 13 chaînes, à chacune d'elles
Une bête était accrochée. Il y avait des rats, des lièvres, un blaireau dodu, une cresserelle et un chat noir et blanc. La plupart étaient morts, asséchés depuis longtemps. Seuls 2 gros rats gris aux longues moustaches remuaient encore tout en se vidant goutte à goutte. Thorn écarquilla les yeux. Ah, pourquoi les lamias font-elles ça? C'est l'œuvre d'une lamia gibée. On ne connaît pas la raison de cette coutume. Une manière d'avertissement, peut-être. Il doit y avoir une autre explication. La quantité de sang accumulée dans le baquet n'est sûrement pas négligeable. Pourtant, les lamias chassent et tuent des proies bien plus grosses, des moutons par exemple. Peut-être apprécient-elles le goût de plus petites créatures. Certaines sorcières de Pendle préfèrent le sang des rats à celui des humains. Mais en ce cas, pourquoi 13 chaînes? Un rituel? Une magie spécifique aux lamias? Tandis que nous contemplions ce spectacle macabre, nous sentîmes l'une et l'autre l'approche du danger. Nous levâmes les yeux vers le trou du plafond, un reniflement me suffit. Une lamia, soufflai-je. La lamia, elle est. Une seconde plus tard, une masse sombre plongeait sur nous, les ailes plaquées au corps, tel un faucon piquant vers sa proie.